En plus, j'aimerais en parler après. Du coup, Ça marche. ouais, merci pour l'invitation et merci pour l'accueil pour Socrate. C'est ma première fois à Lausanne, du coup, je suis ravi de découvrir la ville et de faire connaissance avec une partie de la communauté. Et c'est vrai que lorsqu'on a parlé avec Alexandre, il y avait la possibilité de le faire à distance. Mais moi, je n'aime pas trop la distance. Je dis non, je ferai en fait le déplacement et c'était en mars pendant Socrates France et ça tombe encore, enfin ça tombe, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un an, pareil, à Rennes, ils m'ont contacté genre plusieurs mois avant et on a convenu en fait de faire, enfin je pense que l'année dernière, je l'ai fait en octobre vers 2024, le 15 octobre, et du coup cette année c'est le 9 octobre. Du coup, ce soir, je vais vous parler d'une expérience qui a duré 7 ans pour moi. C'était, enfin, on a créé en fait une boîte qui était une spin-off de mon employeur à l'époque. Et l'idée, c'était vraiment d'aller recruter des profils qui ont une jeune expérience dans le développement. Et on a dit, en fait, bah, on va recruter en fait, ces jeunes profils, mais ce qu'on aimerait, c'est vraiment leur proposer un training sur 4 semaines où on va essayer de travailler en fait, avec eux des compétences que nous, on aurait aimé en fait, avoir lorsqu'on a commencé à travailler. Euh, Ils m'ont proposé ce projet et j'étais CTO dans une société de conseil. Alors, moi, le titre CTO dans une société de conseil, c'est vrai en fait que, voilà, en fait, mais ça sera un autre débat peut-être en fait plus tard. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup attiré de travailler un peu sur ce training de 4 semaines. Et du coup, je vais vous raconter un peu euh, tous les aspects qui ont accompagné ça. Du coup, juste, si vous vous attendez à ce que la présentation soit concentrée sur le contenu du training, vous allez être déçu parce que ce n'est pas en fait l'objectif en fait, de la présentation, mais quand même, je vais vous présenter ça vers la fin. Juste une petite présentation, même si Alexandre en a parlé. Alors là, c'était en fait la première édition du livre que j'ai coécrit avec tous les co-auteurs. Tout le monde a participé au training en tant que coach, à part Cyril. On n'a pas eu l'occasion en fait, de l'inviter, du coup Dora, Arnaud Jeffen et encore Fabien. Ils font partie des coachs qui ont travaillé en fait, sur le film là et on a coécrit ce livre sur Tourcraft. Il y a eu la deuxième édition cette année. Juste pour vous dire qu'à l'origine, lorsqu'on a commencé ce projet d'écriture, on voulait en fait prendre le contenu du training qu'on a fait dans la société que j'ai évoqué au tout début et au final, comme à chaque fois, pour commencer un projet, entre ce que vous voulez faire au début et entre après, avec le résultat, il y a des fois un décalage. Je veux dire qu'on s'adapte encore. Et puis, euh, la photo, en fait, c'est avec la première édition. Je ne sais pas si je ferai en fait une deuxième photo ou pas. Pareil, comme Alexandre l'a mentionné, on a fait connaissance dans des conférences Socrates. Moi, je suis assez impliqué dans ces conférences-là. J'ai organisé Socrates France j'organise Socrates France depuis 2015. Euh, et je participe à l'organisation de la version mère en Allemagne depuis 2 ans maintenant. Mais ma contribution est minime comparée à Socrates France. Et j'ai essayé de. Moi, ce que j'aime en fait dans les conférences Socrates, j'essaie en tout cas en fait derrière d'aller animer et d'aller en fait créer des événements qui sont un peu loin des villes qui attirent. Et du coup, lorsque j'ai travaillé par exemple à Socrates France, j'avais pas du tout envie que ce soit à Paris ou dans la région parisienne. Parce que je trouve que plus on essaie de développer en fait ailleurs, plus les gens peuvent rester. En fait, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de concentrer toutes les connaissances dans les grandes villes. Et du coup, avec des discussions avec des personnes qui sont au Maroc, on a encore créé la version marocaine et ils m'ont invité pour faciliter un peu la conférence. Du coup, voilà. Et après, ce qui est cool encore dans Socrates, c'est pour le réseau, c'est pas mal. Donc, voilà, j'ai fait connaissance avec Alexandre et aujourd'hui, bah, je suis en fait ici pour présenter. Et ce qui est vrai, c'est pareil à Rennes, Lyon encore. Je l'ai croisé en fait dans ces conférences-là. J'ai pas encore fait la version suisse, mais en fait, ça, en fait, derrière, je vais le faire carrément en fait, assez rapidement. Et italien encore, je ne l'ai pas encore fait. C'est, je pense, les deux en fait qui manquent. Les principes. Alors, juste un petit sondage, tout le monde connaît en fait les conférences Socrates. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas pour le coup? Ok, ok, bah c'est pour moi Open Space, juste en fait rapidement, c'est une conférence qui va être complètement différente d'une conférence classique, parce que dans une conférence classique, on arrive, on a le programme, ici, on n'a pas le programme. On arrive, et du coup, le jour J, tout le monde va définir le programme.
C'est un format qui est très cool, avec des principes. L'objectif, c'est pas en fait d'aller dans des principes cette fois-ci, mais il y a en fait un principe que j'aime bien, c'est la loi de la mobilité. Et ça s'applique en fait encore à mon talk, et à chaque fois que je donne un talk, en fait, je le dis, c'est-à-dire qu'en gros, à tout moment, s'il y a quelqu'un qui souhaite partir, il n'y a aucun problème, peu importe les raisons, moi je ne serai pas vexé, et je pars sur le principe que les gens qui sont là sont intéressés par le sujet, et du coup, derrière, je préfère vraiment en fait le préciser, ça ne me vexe pas du tout. Du coup, lorsqu'on a commencé à travailler sur le training, quand même, on est allé en fait chercher un peu les constats de tout ce qui est formation au niveau en fait des boîtes et au niveau de notre communauté. Et ce qui est vrai, c'est que dans la majorité des boîtes, alors je ne sais pas en fait ici en Suisse, mais en France par exemple, il y a peu de temps qui est dédié pour la formation. Et ça, c'est quelque chose en fait, qui est généralisé. Alors aujourd'hui, je travaille dans une boîte, chaque personne a un budget de 5 000 euros, mais je ne pense pas en fait que c'est le cas dans toutes les boîtes. Chez mon client, par exemple, chaque salarié a le droit à une formation par an. Pareil, je ne pense pas que tous les clients proposent ça. Du coup, on a tout le temps peu de temps qui est dédié en fait pour la formation. Et derrière, bah, si on ne se forme pas, si on ne va pas en fait travailler et avancer, ça va être un peu compliqué en fait de progresser. Et lorsqu'il y a des formations, souvent ce qui va se passer, c'est que chaque personne va choisir des formations qui sont des fois en fait différentes des autres formations. Alors, je ne dis pas bien sûr que tout le monde devrait suivre les mêmes formations, mais je pars sur le principe que lorsqu'on a des équipes, qu'on a envie de travailler sur des points particuliers, ce serait bien quand même d'avoir un socle en commun où en fait tout le monde partage la même culture, les mêmes bases. Puis bien sûr, naturellement, on pourrait se spécialiser et c'est la diversité qui fait la différence, mais quand même, il y a un tronc en commun qui pourrait en fait être utile et c'est enfin, souvent en fait quand même c'est assez on n'a pas ce socle en commun lorsqu'on commence en fait à travailler avec d'autres personnes. Et ça, j'insiste pourquoi? Parce que souvent, je vois par exemple des personnes qui vont arriver en fait chez des boîtes, Socraft par exemple, s'il y a demain quelqu'un qui va arriver, lors de son premier jour, lorsqu'il vient en fait d'arriver, il n'a pas en fait, les connaissances ni le savoir-faire que la boîte a. On peut en fait voir ça encore chez Google ou on fait des fois en fait chez les grandes boîtes, Microsoft, Apple, mais les gens en fait qui viennent d'arriver ne peuvent pas encore avoir ce savoir-faire s'il n'y a pas de socle en commun. On a encore des fois toute la partie où on va apprendre, mais en même temps, on a peur de dire qu'on ne sait pas. Sauf que si on n'est pas euh, dans un environnement qui nous permet de dire qu'on ne connaît pas, ou derrière qu'on a le droit de se tromper, c'est un peu compliqué quand même en fait d'apprendre. Et souvent, ce qui se passe, lorsque moi, en fait, bah, j'anime des formations, ça m'est arrivé de participer à des entretiens de recrutement, de voir et d'évaluer les gens en entretien de recrutement. Je sais qu'ils avaient des lacunes en TDD, par exemple, pour rester sur des choses que j'ai vécues. Et du coup, bah, une fois qu'ils arrivent chez nous, on sait qu'ils ont des lacunes, mais quand même, on les recrute parce qu'on ne trouve pas jamais quelqu'un, en fait, le profil idéal. Quand même, en fait, on pose la question sur des connaissances. Est-ce que vous connaissez ce sujet? Est-ce que vous connaissez cette technique? Et j'ai remarqué que les gens avaient du mal à dire non, je ne connais pas, ou à lever en fait la main. Et encore une fois, si on n'est pas capable de dire je ne connais pas, c'est un peu quand même en fait compliqué en fait d'apprendre et d'avancer. Et lorsqu'on commence à travailler sur les compétences, on va faire en fait tout le temps un focus sur une seule famille de compétences. Souvent, ça va être la partie technique, sauf qu'on sait très bien que dans la partie développement, c'est pas en fait uniquement la partie technique qui compte, c'est en fait toutes les discussions qu'on va avoir avec plein de personnes. Il y a plein de compétences. Tu vas avoir l'occasion en fait d'en parler, mais souvent, on reste quand même en fait dans un environnement de travail ou dans une culture de travail commune où en fait il faudrait en fait maîtriser la partie technique. Encore pareil, lorsqu'on va travailler en fait les compétences, même dans la partie technique, il y a le craft, ça c'est sûr et certain, mais il n'y a pas que le craft qui permet en fait d'avoir des bons développeurs. Pareil, il y a des personnes qui vont avoir en fait un focus sur la partie expertise technique, mais c'est pas non plus uniquement la maîtrise de l'expertise technique qui va faire des bons développeurs. Et du coup, il faut travailler toutes les compétences, mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de programmation. Lorsque je dis qu'il n'y a pas de programmation, je ne parle pas du développement, mais je parle vraiment. Alors, j'aime tout le temps faire le rapprochement avec la cuisine. J'ai beau en fait aller au marché euh, et j'ai acheté en fait tous les bons ingrédients, mais si jamais en fait lorsque je suis en train de préparer ma recette, je ne vais pas mettre en fait les bonnes quantités, c'est sûr en fait que le résultat ne va pas être bon.
Et c'est dans ce sens-là où je dis qu'il n'y a pas de programmation. Si par exemple je vais uniquement travailler l'expertise technique, je ne vais pas travailler le craft, je vais pas travailler en fait tout ce qui est mode, tout ce qui est en fait pair programming et plein d'autres compétences, derrière ça va être un peu, le résultat ne sera pas pareil. Et là, en fait, pour le coup, c'est la responsabilité des coachs qui vont travailler en fait avec les personnes qui vont essayer en fait d'accompagner. Lorsque je dis coach, j'entends vraiment en fait moi le sens formateur, quelqu'un qui est vraiment en fait là à côté, pas forcément le coach qui va en fait uniquement avoir un regard comme on le connaît en fait dans notre métier, plutôt coach dans un sens un peu sportif. Et puis, même lorsqu'on commence en fait l'entraînement, l'autre constat, c'est qu'on reste toujours plus sur tout ce qui est kata, c'est-à-dire qu'en gros, on va prendre les katas, mais est-ce que le kata seul suffit? Moi, je pense que c'est un premier niveau, mais il faudrait en fait quand même aller chercher d'autres méthodes d'apprentissage pour faire avancer et travailler avec les personnes qui vont suivre les formations. Et puis derrière, il y a les niveaux. Des fois, on a des personnes juniors qui vont être avec moi, avec les personnes qui sont en reconversion, des personnes qui sont expertes. Et souvent, lorsqu'on va animer en fait les formations, on ne va pas non plus tout le temps prendre en considération cette diversité en fait de profils et on va en fait faire avancer un support de formation qui devrait en fait en quelque sorte convenir à tout le monde, sauf que c'est rarement le cas dans les formations. Et l'évaluation personnelle, ça reste en fait un des sujets tabous, parce que dès qu'on va dire en fait évaluation personnelle, ça veut dire qu'en gros derrière, ah bah oui, le management, c'est pour en fait ne pas me donner en fait mon augmentation, ce qui n'est pas faux, c'est vrai, mais par contre, derrière, il faudrait en fait savoir que c'est problématique. Et là, je prends tout le temps l'exemple de la course. Lorsqu'on fait une course de 10 km à 1 h 30 et que je m'entraîne pour améliorer mon temps, j'ai besoin de savoir si, par exemple, j'améliore mon temps en mesurant. Parce que si je ne mesure pas, ça ne va pas le faire. Et du coup, derrière, cette partie, elle est intéressante, mais il faut qu'elle soit utilisée d'une manière vraiment pour tester est-ce que je me suis amélioré ou pas. Malheureusement, on reste en fait quand même dans un environnement en fait, de travail, dans des contextes, dans des missions où on pourrait utiliser l'évaluation pour ne pas en fait, accorder d'augmentation. Ce n'est pas du tout mon discours. Mon discours, c'est que si j'ai envie en fait, de progresser, il faut absolument que je mesure mon niveau à un moment donné. Puis après, je vais faire des exercices, je vais m'entraîner. Et puis derrière, j'ai besoin de savoir est-ce que je me suis amélioré ou pas, de la même façon que je vais le faire lorsque je vais aller courir. Puis, un des points encore, c'est le format des formations assez classiques qui, en fait, moi, je le trouve très monotone. Moi, je me rappelle, je pense, avant de commencer à la comp, c'était en 2015 ou 2016, je me rappelle, enfin, j'ai oublié. Et j'ai suivi, en fait, une formation sur la partie, j'ai oublié, en fait, le nom de, un truc très connu en fait Docker. Voilà, on devrait en fait travailler sur Docker chez mon client. Du coup, il fallait suivre en fait une formation. Moi, je prends une formation, on paye la formation de 1000 euros, 2500 euros. Et après, la personne qui a animé la formation, c'était quelqu'un de très connu à Paris et même en fait dans la communauté. Du coup, je dis, c'est sûr que voilà, ça va bien se passer. On arrive, bon, Hello World, il faut aller sur le site Docker pour en fait faire le. Bon, je ne vais pas payer 2000 euros pour aller en fait sur le site Hello World déjà. Et puis derrière, sur les 2 jours, je vous assure en fait que c'était vraiment ennuyant. Et c'est pas la première fois parce qu'avant j'ai suivi encore deux formations. Puis en même temps, j'ai suivi une autre formation, mais en anglais cette fois-ci au British Council à Paris. Pourquoi? Parce que j'ai donné en fait une conférence avant à Ncraft et c'était la première fois que je parlais en anglais après 10 ans où je ne me suis pas exprimé en anglais. C'était horrible. Je ne vous conseille pas de voir en fait la vidéo. Elle est disponible quelque part sur le web. Et en sortant, j'ai dit il faut absolument en fait vraiment que je m'améliore en anglais. C'est pas normal. Et du coup, je vais en fait au British Council, 2 heures de formation en anglais, je ne me suis pas ennuyé. Ils appliquaient l'agilité sans le savoir sur 2 heures. C'était structuré. On avait une partie pour l'orthographe, une partie en fait pour l'expression orale. Derrière, l'animation, elle était en fait vraiment agile. À l'époque, on ne parlait pas encore de ces 4 semaines de formation, mais j'ai trouvé en fait que la différence entre une formation en informatique où sur 2 jours, 3 jours, j'avais l'impression que j'étais puni à suivre une formation où j'ai pas, je ne peux pas dire que j'ai pas appris grand-chose parce que c'est pas vrai, mais en tout cas derrière c'était douloureux et entre une formation en anglais où
normalement, on se dit, bah, franchement, en fait, je vais m'ennuyer à suivre en fait en anglais. Et je pense que pourquoi je parlais de ça, parce que c'était quand même en fait une des choses que j'avais en tête lorsqu'on a commencé à travailler sur ce training de 4 semaines. Et du coup, on a essayé plusieurs formats. Bien sûr, le format qu'on avait, c'était un parcours qui est en fait commun. Du coup, on a travaillé en fait sur 4 semaines. Il n'y avait pas que ça encore comme formation en fait pour travailler. Bah, on a travaillé encore sur des séminaires en interne, comme Socrates, ce que j'étais en train de dire. On est vraiment dédié en fait pour les salariés en fait en interne. Du coup, on a fait des événements d'un jour, 2 jours, et même en fait, on est allé jusqu'à une semaine où on était tous déstaffés dans un endroit en fait, assez sympa pour travailler en fait, des formations. Il y a tout ce qui est formation externe que j'aime bien lorsqu'on a un renfort sur un sujet pointu. Mais comme j'ai dit, en fait, les organismes de formation externe devraient travailler un peu le format parce que lorsqu'on fait une formation, si on s'ennuie, c'est sûr en fait et certain que c'est pas l'objectif. Il faudrait quand même que ça soit assez dynamique et que ça soit quand même que ça soit pas statique. Et des fois encore participer à des conférences, venir ici on peut faire des meet-ups, c'est super intéressant. Là, moi, c'est la troisième fois que je fais en fait cette présentation dans un meet-up. Première fois, c'était à Lille. Ils me posaient plein de questions qui m'ont permis encore de changer, d'améliorer. Et un an après, j'y étais à Rennes et j'ai beaucoup aimé en fait les modifs parce que grâce aux questions que j'ai eues en fait à Lille et à Rennes encore, ils m'ont posé des questions. Du coup, j'ai fait en fait des modifs pour maintenant. Du coup, j'attends vos questions en fait pour la prochaine fois. Et puis derrière, tout ce qui est contribution individuelle, c'est tout le temps en fait super intéressant parce que lorsqu'on va venir présenter un sujet, on va organiser par exemple un événement. Moi, je me rappelle même l'organisation de Socrates France m'a permis en fait de trouver tous les katas pour le training qu'on est en train de faire parce qu'il y a plein de problématiques d'organisation qui j'ai pu en fait les transformer en kata. Du coup, mine de rien, quand j'organise un événement que je n'avais pas en tête, que derrière, ça va m'inspirer pour avoir des exercices. Écrire un livre encore pourrait être pas mal, parce que lorsqu'on va écrire, on va poser en fait les choses. Il y a une responsabilité, et du coup, sur les chapitres en fait qu'on a coécrits, il y avait des chapitres où bah, on avait des discussions, non, on ne pouvait pas laisser ça comme ça, il faut absolument changer ceci ou changer cela. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est de l'investissement qui est en fait vraiment un investissement gagnant, parce que ça nous permet quand même, en fait, derrière d'apporter des choses, et des fois, ça pourrait nous inspirer et créer des opportunités pour après. Mais mettre en place un système ou un training, ça c'est bien, mais ça peut pas marcher si en fait vous n'allez pas travailler la culture. En tout cas, si aujourd'hui je tire quelque chose, c'est un peu cela. C'est-à-dire qu'en gros, ok, en fait, on va mettre en place un système en fait de formation, mais si on n'a pas en fait un bon climat en fait de confiance où les gens ont la possibilité de dire oh non, en fait, je sais pas. Derrière partager en fait leurs vraies problématiques, ça pourrait en fait être super embêtant. Et sur ça, en fait, peut-être un des principes que je travaille, ou que j'utilise tout le temps en fait au travail, c'est no blame, but no mercy. No blame, but no mercy, c'est pas pour faire peur aux gens, parce que moi, j'ai appris en fait en travaillant avec quelqu'un, il s'appelle Boris Bono, j'aime bien tout le temps en fait citer Boris parce que c'est sur une formation où lui en fait il nous disait en fait tout le temps, on va partir du principe que tous vos collègues vont faire de leur mieux pour faire un bon travail, mais des fois il va y avoir des problèmes. Des fois, la qualité en fait, derrière en fait, qu'on va obtenir pourrait être différente de nos attentes. Sauf en fait que lorsque ça arrive, il faudrait en fait, en quelque sorte, voir et aller chercher qu'est-ce que dans notre façon de travailler on pourrait changer pour que si jamais on se retrouve dans la même situation, on aura un travail en fait de meilleure qualité où on pourrait en fait éviter en fait le problème. Et ça, ce qui est vrai, c'est que ça a complètement en fait changé en fait ma façon en fait de travailler. Bien sûr, ce que je vous ai raconté, c'est inspiré de ce que Boris a dit, mais après en fait j'ai essayé quand même en fait de voir comment en fait l'appliquer. Et en fait, moi, c'est vrai que dans le travail, je trouve que la bienveillance est super importante en fait derrière, enfin, dans notre travail, dans notre métier, mais la bienveillance n'a pas en fait de sens si elle arrive en fait toute seule parce qu'il faut quand même en fait l'associer avec de l'exigence. Et lorsque on est bienveillant et on est exigeant, je pense en fait que c'est là où en fait les choses commencent en fait à être intéressantes. Parce que s'il y a un problème, il faut en parler. Et
Si on n'en parle pas, le problème ne va pas se résoudre. C'est comme dans les formations où on dit, si on ne dit pas, je ne sais pas, ben, je ne vais pas réussir non plus à apprendre. Et s'il y a un problème, on ne peut pas l'ignorer. Du coup, il faudrait en parler. Mais lorsqu'on parle, il ne faut pas non plus en fait baraquer les gens ou en fait derrière manquer de respect en fait aux gens. Et derrière, ben, cette bienveillance, cette exigence, c'est un binôme qui marche super bien. Et du coup, ben, moi j'aime bien en fait ça. Favoriser les communications bidirectionnelles, c'est un titre que j'aime pas, mais du coup, en fait, il faudrait en fait que je trouve quelque chose en fait qui parle mieux. Mais ce que je voulais dire en fait dans ce slide-là, c'est encore en fait, surtout lorsqu'on est en fait au travail, on n'est plus en fait à l'école, et même à l'école, moi je suis contre ça. C'est pas parce que je suis celui en fait qui est en train d'animer en fait une formation que j'ai forcément raison. Vous l'avez vu en fait, des fois dans l'émission, on a un junior, quelqu'un qui est en apprentissage en fait, qui arrive, et souvent, bah, tout ce qu'il va dire, bah, on part sur le principe qu'il n'a pas raison parce qu'il vient d'arriver, qu'il vient de sortir de l'école. Et à force de travailler avec des personnes qui ont en fait, une jeune expérience, et là, je peux vous dire en fait que c'est faux. Et moi, en tout cas, en fait, derrière, j'essaie tout le temps de mettre en place une culture où j'ai pas forcément raison parce que j'ai plus d'expérience, j'ai pas forcément raison parce que je suis plus âgé. J'ai en fait raison parce que des fois, je vais essayer de démontrer les avantages, les inconvénients. Il faut que ce soit en fait une démarche en quelque sorte scientifique basée en fait un peu sur des faits, sur des discussions qui soient en fait des discussions logiques et non pas sur en fait des considérations parce que je suis plus junior, enfin plus senior ou autre chose. Et notre culture, là, en fait, super importante, c'est se détacher de son code et de son travail. J'ai mis beaucoup de temps, en fait, avant de pouvoir, en fait, me détacher, en fait, du code. Et je pense que j'avais une expérience où j'ai fait du minage pendant 4 ans et demi. Et c'était là où j'ai appris ça. C'est super important parce que lorsqu'on est en train de développer, si jamais on n'arrive pas à se détacher de son code, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va en fait reviewer notre code, qui va en fait essayer de faire un retour sur notre code, on va le prendre d'une manière personnelle et on va passer à côté des choses. Là, je fais une présentation, je suis super content d'être là, mais ça se trouve que derrière, vous n'allez pas aimer et c'est pas grave. Parce que derrière, je peux en fait améliorer, je peux en fait faire en fait une autre version. Et ce qui compte en fait avant tout, c'est avoir cette possibilité de se détacher et avoir cette volonté d'améliorer notre travail. Et puis derrière, bah, les gens devraient en fait avoir le droit en fait d'avoir un regard critique. Et puis après, ce regard critique n'est pas un regard critique sur notre personne. Du coup, si vous avez la possibilité de travailler ce détachement, je pense que ça aide même en fait dans la vraie vie. Euh, et moi, avant, c'est vrai en fait que lorsqu'il y avait des personnes qui étaient en train de lire mon code, déjà je détestais que les gens en fait lisaient mon code. Du coup, faire en fait des bidonnages pendant 4 ans et demi, bah, ça m'a permis de travailler en fait avec des personnes et j'ai beaucoup progressé par rapport à ça. Et je vois tout l'intérêt en fait que j'ai même dans la vraie vie. Et du coup, ce qui est vrai, en fait, c'est que lorsqu'on va travailler en fait, sur cette culture, notre objectif, c'est avant tout en fait, d'essayer en fait, quand même de favoriser en fait, l'apprentissage et de travailler en fait, sur l'apprentissage. Du coup, pour qu'on arrive en fait, à travailler sur l'apprentissage, il y a quelques règles. C'est toujours respecter sa propre progression. Ça me rappelle tout le temps les cours de yoga. Dans les cours de yoga, je ne sais pas si vous en avez fait ou pas, mais en fait, si vous faites la première fois, il y a toujours quelqu'un en fait dans le cours qui fait le grand écart. Et si vous n'avez pas fait un peu de yoga avant, ben derrière, vous allez arriver et vous allez avoir tendance à regarder cette personne qui fait le grand écart et vous, vous êtes incapable en fait de faire genre un mini écart. Et ça, en fait, les bons profs, en fait, derrière, ils disent ne soyez pas violents avec vous-même et regardez-vous comment vous progressez. Ça veut dire que quelqu'un, en fait, la personne qui fait du grand regard, peut-être depuis qu'elle est petite, elle a fait peut-être de la danse, je dis elle, mais je ne suis pas en train forcément en fait, de réfléchir à une femme parce qu'il y a en fait des hommes encore qui peuvent en fait avoir beaucoup de souplesse. Mais j'ai envie de dire qu'on ne connaît pas l'historique des gens. On ne sait pas en fait comment, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait en avant. Et du coup, se comparer avec les autres personnes, des fois, pourrait être intéressant pour dire, bon, en fait, il y a un être humain qui a réussi à faire ça, du coup, moi, peut-être, je vais en fait réussir de le faire, mais par contre, pour réussir de le faire, il faudrait comprendre qu'est-ce que cette personne a fait pour arriver, en fait, à ce niveau-là. Ça se trouve qu'elle a travaillé pendant 25 ans pour faire ce grand écart. Et du coup, si moi,
ça fait en fait peut-être ma première séance ou c'est la deuxième fois que je fais le cours de yoga, c'est tout à fait normal de ne pas en fait avoir les mêmes compétences que la personne. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce que à chaque fois en fait qu'on est en fait au travail, on est en train de regarder en fait des fois les autres personnes, à regarder en fait qu'est-ce que la personne fait et on ne comprend pas des fois que vaut mieux qu'on regarde quelles sont nos connaissances aujourd'hui et puis derrière, bah, je vais travailler en fait sur moi, je vais acquérir des nouvelles compétences et puis derrière, je vais progresser et il faut que je respecte ma propre progression et ça aide beaucoup. Bah, du coup, ne pas se comparer aux autres, on en a parlé. Célébrer les petites victoires, ça encore, en fait, c'est important. Et surtout, si vous êtes en train d'accompagner des personnes, si vous ne célébrez pas les petites victoires, ça pourrait, en fait, derrière, ne pas encourager les gens. Ça pourrait marcher avec les enfants des fois, ça pourrait marcher en fait avec les collègues, ça pourrait même marcher en fait avec vous-même. Il ne faudrait pas en fait hésiter de célébrer les petites victoires parce que ça permet en fait d'avancer. Et puis derrière, avancer par petits pas, ça en fait c'est parmi les choses les plus difficiles. À chaque fois en fait qu'on fixe un objectif, il n'y a pas besoin. Alors on peut avoir la big picture tout le temps et avoir par exemple mon objectif, c'est pour revenir sur l'exemple du yoga, avoir le grand écart. Mais avant d'avoir le grand écart, il y a plein de petites étapes que je pourrais en fait dire, bon, avant en fait d'arriver jusqu'au-là, il faudrait que je valide toutes les petites étapes et essayer de les expliciter et de les célébrer avant d'arriver et d'atteindre en fait l'objectif. Ça, je le parle, enfin, je le partage avec vous parce que c'est important lorsque on est en train d'apprendre, d'avoir ça en fait en tête, mais encore lorsqu'on est coach, de accompagner quand même en fait les personnes avec qui on travaille pour qu'ils puissent avoir ça en tête, ça pourrait beaucoup aider et avancer et éviter en fait que les gens disent bah moi je vais jamais y arriver. Parce que si on prend moi, j'insiste sur le grand écart, vous avez compris, moi, j'aime beaucoup en fait le sport, mais derrière, en fait, bah, si je dis, bah, ok, en fait, il fait le grand écart et que je vais rester en fait focus sur ça, je peux travailler pendant 1 an, 2 ans, je ne vais pas réussir à avoir le grand écart. Du coup, rapidement, en fait, derrière, je vais dire, en fait, bah, j'arriverai jamais. Mais si j'ai en fait un peu le plan incrémental pour y arriver, ça va complètement changer ma conception et mon interprétation. Et puis derrière, il faudrait encore en fait, qu'on apprenne à avoir le droit à. J'ai juste nous, en fait, c'est combien en fait, de temps en fait, pour la présentation? C'est 1 heure pour qu'elle va très bien. Moi, je vais essayer, en fait, du coup, en fait, 1 heure, c'est très bien. Du coup, le droit de dire je n'ai pas compris. Ça, en fait, c'est pour moi en fait fondamental. Lorsque je suis en train en fait, de travailler en fait, avec des personnes que je suis en train de travailler, il faudrait en fait que les gens puissent avoir le droit en fait, de dire je n'ai pas compris le droit de dire je sais pas. Surtout pour les personnes en fait qui sont expérimentées. C'est pas parce que j'ai 20 ans d'expérience que je connais en fait tout. Et à la limite, en fait, des fois, lorsqu'il y a des domaines que je ne connais pas, c'est en fait du courage encore de dire en fait, bah, je ne sais pas. Donner de mauvaises réponses encore lorsqu'on est en train de faire des formations, c'est quelque chose en fait qui est intéressant et je vais juste partager avec vous quelque chose qui arrive souvent dans les formations ou même en fait des fois dans les ateliers. Bah, vous posez une question. Lorsque vous allez poser une question, souvent les personnes, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer, ils sont, je les vois, en train de réfléchir à quel type de réponse je devrais donner pour que ce ne soit pas une réponse débile ou à côté de la plaque. Sauf que le formateur, je peux dire qu'on s'en fout un peu en fait de la réponse, parce que nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment limite avoir des réponses qui ne soient pas des bonnes réponses pour, parce que c'est une opportunité d'apprendre et d'expliquer en fait des choses. Et des fois, partager ça avec les personnes, ça pourrait en fait aider en leur disant, de toute façon, il n'y a pas d'évaluation et vous n'allez pas avoir des notes. Du coup, en fait, donner vraiment toutes les réponses qui vous traversent la tête. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup le formateur que des personnes qui ne vont pas donner de réponse ou des personnes qui vont réfléchir beaucoup. Et puis l'intuition, c'est quelque chose encore en fait qui est important en fait dans une formation parce que l'intuition, ça veut dire en gros en fait que je donne la réponse qui me semble en fait la plus logique et c'est ça en fait qui va me permettre en fait au coach des fois de comprendre un peu bah, le raisonnement des personnes. Et puis après, une fois qu'on va apprendre comment apprendre, bah, derrière, en fait, la transmission va devenir en fait naturelle, parce qu'il y a un lien entre la transmission et l'apprentissage. Et au niveau de la transmission, bien sûr, on pourrait en fait faire ça en faisant de binômage, en faisant du mode encore, mode programming, et des fois encore, même en fait, lorsqu'on va coacher, bah, on arrive en fait à encore en fait, bah, transmettre. Juste pour vous dire, Boris, c'est lui en fait qui, voilà,
Et puis après, j'ai Eric et j'ai Arnaud, en fait, qui sont en fait des anciens collègues. Alors, Eric, je ne lui ai pas demandé l'autorisation pour montrer sa photo. Tout à l'heure, j'ai essayé de la retirer parce que je dis, ah, j'ai jamais demandé à Eric. Puis après, en fait, c'était pas vous sur la photo parce que derrière, j'avais besoin d'avoir. Du coup, je vais l'écrire sur LinkedIn pour lui dire, Eric, est-ce que j'ai le droit de mettre ta photo? Et puis, bah, faire grandir les œuvres, ça pourrait quand même, en fait, nous aider. Et ce qui est vrai, c'est que dans cette expérience où on a proposé un entretien euh, de 4 semaines, moi, c'est vrai que j'ai travaillé avec des collègues qui avaient beaucoup d'expérience. Et ce qui est vrai, c'est que notre objectif, c'était de vraiment prendre le concentré de nos expériences et dire, ah, si moi, par exemple, lorsque j'ai commencé mon métier, qu'est-ce que j'aurais aimé en fait avoir comme euh, conseil ou comme connaissance. Mais lorsque vous travaillez sur ça, il faudrait savoir que les personnes que vous allez recruter, les personnes avec qui vous allez travailler, la progression et l'accélération de leur carrière va être beaucoup plus rapide de votre carrière, de votre propre carrière. Parce que, imaginez, en fait, par moi, j'ai travaillé, j'étais en fait, je ne sais pas, pendant je sais combien de temps, enfin, je vous donne un exemple. Hier, en fait, c'était la première fois que j'arrive en fait à Lausanne, et du coup, derrière, moi, j'avais en manger comme peut-être d'autres personnes. Et du coup, derrière, j'étais en train de chercher les bonnes adresses. Sauf que je peux regarder sur Google, mais j'étais obligé d'aller dans un premier restaurant, dans un deuxième restaurant. Et une fois que j'ai trouvé en fait l'adresse, s'il y a quelqu'un qui arrive demain à Genève et que derrière on partage en fait les mêmes centres d'intérêt, je lui donne en fait l'adresse. Il a gagné en fait du temps pour ça. Et ben en fait, lorsqu'on est en train de travailler avec des personnes, on partage avec eux toutes nos connaissances. Du coup, ça va accélérer en fait leur carrière. L'impact derrière sur nous, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des personnes qu'on était en train de coacher qui vont devenir en fait un peu plus compétentes que nous. Et ça, en fait, c'est pas si embêtant que ça, si on a encore derrière en fait l'intelligence et la sagesse de dire, OK, bah, ils ont avancé, mais une fois qu'ils ont avancé, ils vont repartager en fait avec nous et derrière, ils vont nous permettre de grandir en fait à nouveau. Et moi, typiquement, ça m'est arrivé avec quelqu'un dans une mission, dans une banque en France, on ne va pas donner en fait le nom, mais en tout cas, en fait, derrière, c'était quelqu'un qui s'appelle Florian, mais maintenant, en fait, en Pays-Bas. Florian, c'était quelqu'un qui venait d'arriver. Moi, ma formation originale, enfin initiale, c'était pas en fait l'informatique. Moi, je viens du monde du biomédical. J'ai fait un peu de 5 ans d'études dans mon biomédical. Et j'ai tout le temps les gens en fait qui font de reconversion. Bon, j'ai eu en fait un poste de CTO, mais je sais en fait derrière que je suis impressionné par toutes les personnes qui maîtrisent tout ce qui est Linux et en fait Vim. Et Florian, c'était quelqu'un qui adorait la domotique. Il était très 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 fort en fait dans Linux. Et moi, j'étais fort en TDD parce que derrière, j'étais en train de préparer en fait le cours. Du coup, j'avais un deal avec lui. Lui, il m'apprenait en fait les Linux et moi, je partageais avec lui mes connaissances en TDD. Et au final, en fait, je l'ai recruté parce que j'ai commencé à bosser avec lui avant. Et derrière, en fait, j'adorais en fait un peu lorsqu'il était en train de m'apprendre. Pourtant, il venait de commencer en fait sa carrière. Et en même temps, TDD, lui, il apprenait en fait beaucoup de choses. Et je pense que plus tard encore, avec en fait, toutes les personnes avec qui j'ai bossé, et ben, tout le temps, vous pouvez encore voilà, en fait, faire en sorte de euh, euh, accélérer en fait, les compétences des gens et ils vont, plus tard, si vous continuez en fait, à travailler en fait, avec eux, ils peuvent vous apporter des choses. Alors là, c'est typiquement quelque chose que j'applique en fait lorsque je m'entraîne et qui est en fait très connu dans le sport, c'est que lorsque vous êtes en train de coacher quelqu'un, lorsque vous allez monter en compétence sur un sujet, il y a 3 phases que derrière on pourrait les voir en fait dans le développement en informatique. La première, c'est en fait de maîtriser en fait un peu les bases. Maîtriser les bases, en fait, c'est quoi? C'est apprendre TDD. Si, lorsque vous allez apprendre TDD, la première chose, c'est de savoir ce que c'est TDD et savoir appliquer TDD d'une manière correcte sur un kata très simple. Du coup, ça ne sert à rien si vous êtes en train de travailler avec quelqu'un pour apprendre TDD à quelqu'un, de prendre le kata le plus difficile, genre RPM, et lui dire applique TDD sur ça. Il faudrait vraiment en fait partir sur un objectif, c'est connaître en fait les bases. Ça va être la personne en progression, il va progresser en fait sur le sujet et c'est très bien. Du coup, on va beaucoup travailler la qualité et on s'en fout si en fait derrière la personne
va mettre autant parce que ce n'est pas l'objectif de cette première phase. Du coup, la deuxième phase, c'est la consistance. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes sûr que la personne a maîtrisé, en fait, par exemple, le TDD sur un kata simple, il faut prendre un autre kata qui soit de la même difficulté et voir est-ce que la personne arrive à appliquer ça ou pas. Si la personne arrive à appliquer ça, on peut prendre un kata qui est peut-être un peu plus difficile et pareil, on va essayer de regarder, d'évaluer est-ce qu'en fait, on a la consistance en fait, dans le travail. Et une fois qu'on a cette consistance-là, après une pratique régulière, et en fait, on travaille ça, on peut ajouter de l'intensité. Alors ça, on l'a fait avec Boris, hein, la personne, en fait, mon collègue, où derrière, on était en train de dire que d'abord, en fait, c'est apprendre à connaître les choses et après, apprendre à l'utiliser. Et puis après, on va arriver à un stage où on va essayer, en fait, de l'utiliser d'une manière systématique. Et l'apprentissage va passer, en fait, par cette courbe-là tout le temps. Et une fois qu'on a ça, on peut ajouter de l'intensité. Et lorsqu'on ajoute en fait de l'intensité, ce que j'entends par intensité, c'est vraiment que les choses soient confortables pour nous, surtout lorsqu'on est dans une situation qui n'est pas confortable. Genre, vous avez un grand legacy, appliquer TDD lorsque vous avez beaucoup de legacy, ça c'est quelque chose qui n'est pas confortable. Mais si vous maîtrisez un peu vos techniques et vos outils, normalement vous devrez en fait pouvoir faire ça. Et lorsque vous êtes dans cette phase, c'est-à-dire qu'en gros, quand même, vous avez une grande maîtrise. Alors, pour vous convaincre, parce que je sais que ce que je dis, je parle de ça, des fois les gens, ils peuvent ne pas comprendre, mais bon, en fait, il y a ça, et ça, c'est pour le coup, c'est Boris qui a trouvé ça, et j'adore, alors, je vous invite à regarder la première personne par ici. Alors, il jette, il prend son temps, il jette encore une deuxième fois, il rate, ça marche pas, en fait, à tous les coups, mais quand même, ça va. Lui, en fait, il est en train d'apprendre les bases. Si vous regardez le deuxième, il est beaucoup plus régulier, il rate très peu, et derrière, en fait, il est à l'aise. Et si vous regardez la troisième personne, il a en fait une maîtrise en fait, totale euh, de, du jeu. Et du coup, si vous voulez, en fait, lorsqu'on fait du développement, malheureusement, et on fait du coaching, on ne fait pas cette distinction en fait, de ces trois phases. Et à chaque fois qu'on est en train en fait, de coacher en fait, quelqu'un, on part sur le principe ou que tout le monde est comme ça, ou que tout le monde est comme ça, ou peut-être comme ça. Sauf que la réalité, ben non, et suivant les sujets, on pourrait être dans des phases différentes. Et c'est vraiment avec un entraînement qui va prendre en considération un peu les compétences et par rapport aux exercices qu'on va proposer, qu'on va essayer de passer en fait encore d'une phase à une autre phase. Et ça, pour le coup, c'est parmi les choses qui, moi, me manquent en fait dans le développement en informatique ou lorsqu'on fait du coaching, c'est qu'on n'a pas en fait un peu ce travail pour dire bah, comment je peux en fait avec quel programme j'ai la possibilité en fait de savoir identifier les différentes phases et proposer un entraînement qui permet en fait d'aller d'une phase à une autre. Ça, c'était sur la partie en fait théorique. Ce que je voulais en fait partager avec vous, c'était pas si théorique que ça, je pense, mais en tout cas, en fait, c'était la partie qui a motivé un peu le travail sur le training de 4 semaines. Et je pense qu'on pourrait en fait maintenant parler du training. Mais je voulais savoir si vous avez des questions avant ou pas sur la première partie. Enfin, la première partie, je ne sais pas si c'est la première partie parce qu'il reste pas beaucoup de. Pas une question ou une petite remarque. Oui, Le slide avec la citation de Léonard de Vinci, oui. il est très bien. Par contre, il met un peu la pression quand même pour les coacher. Ah oui, oui, attends, ça, Ouais. bah, moi, je t'avoue en fait que ça, cette partie, c'était ce que je partageais avec l'équipe en fait de coach en fait qui a travaillé. Et je l'ai vu parce que si tu regardes toutes les personnes qui ont suivi en fait ces 4 semaines de training, leur carrière, par exemple, il y a quelqu'un qui est maintenant aujourd'hui en fait, d'ailleurs, il est venu en Suisse et du coup derrière, c'est quelqu'un qui a quoi en fait, lorsqu'il est arrivé, il est diplômé 2018, il est arrivé en Suisse il y a 54 ans. Son salaire, il était à 6 chiffres. Et du coup, en fait, derrière, la progression, alors c'est pas par le salaire, mais tout le temps, mais quand même, en fait, derrière, lorsqu'on donne en fait à quelqu'un, c'est parce que, voilà, il y en a d'autres, en fait, il est devenu CTO, un autre encore directeur d'une boîte, et des fois,
oui, en fait, mais c'est la réalité, en fait, j'ai envie de dire, en fait, des fois, tu vois, de accepter, de partager, c'est dans ce Non, sens-là. non, moi, c'est plutôt dans le sens, ça met la pression à ceux qui reçoivent. Ah oui, ok. Bah, non, on le dit pas, en fait, t'inquiète pas, en fait. Tu vois. Ça, en fait, on le dit pas, en fait, aux personnes, parce que si tu veux, en fait, derrière, comme j'ai dit, la progression de tout le monde n'est pas la même. Des fois, tu peux recruter quelqu'un, derrière, bah, en tête, tu sais, en fait, qu'il pourrait arriver et faire plein de choses intéressantes, sauf que la personne, peut-être, ne va pas jouer le jeu. Mais, ouais, en fait, ça, c'est pas partagé, en fait, forcément, avec les personnes. Mais pour les coachs, pas. Pour le coup, d'accepter qu'ils vont coacher des personnes qui peuvent progresser très vite, ça, c'est quelque chose qui pourrait en fait encore. Yes. Bon, ma question, c'était sur le même sujet. C'est pour ça que je continue. Euh, Proportionnellement, vous avez rencontré beaucoup de gens comme ça qui ont cette vision zéro sum de la formation. Moi, ça me surprend, honnêtement. Sur le quelle partie? Le fait qu'il y a des gens qui considèrent que le fait que l'apôtre va dépasser Ah, disciple va dépasser, ça, pour moi, ça me surprend. Honnêtement, parce que c'est une vision très innocente. On ouais. doit, on doit quelque chose, doit recevoir toujours Ouais. quelque chose d'équivalent. Bah, Alors, si tu veux, voilà, en fait, je la partage, c'est pas non plus en fait une vérité en fait absolue. Et derrière, lorsque je dis en fait dépasser, c'est pas forcément, ça devrait pas être conflictuel dans le sens où voilà. derrière, Mais même si c'est internalisable, je me demande si c'est peut-être certains industries, peut-être celui de société de service, où c'est plus commun que d'autres. Parce que des fois, il y a cette phrase qu'on dit aussi dans les entreprises qui dit que qu'est-ce qui se passe si je forme quelqu'un et il va partir. Et toujours, tu as oui, avec le, qui dit qu'est-ce qui se passe si je le forme pas. il reste. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ouais. Sauf que effectivement, quand tu as cette dynamique avec des sociétés de services, c'est différent. Parce que là, le Ouais. deal, c'est que la personne va partir potentiellement si la mission ne se continue pas. Mais j'avais quand même l'impression que ce type de réflexion, même s'il reste internalisé, Oui. c'est des exceptions où en fait, c'est très rare. Ouais, je suis. Alors, c'est encore en fait une fois, j'essaierai peut-être en fait de adoucir en quelque sorte, mais l'idée en fait, c'est vraiment de dire que si jamais nous en fait, lorsqu'on a travaillé, on était en fait une dizaine de coachs. Et du coup, en fait, on a essayé vraiment de prendre en fait ces 4 semaines de training et dire plutôt que ça fait une accélération dans la carrière en fait des personnes. Et l'accélération, pour le coup, elle était visible dans le sens où chez les clients, ils venaient, ils disaient, ben, nous, on préfère prendre vraiment en fait quelqu'un de cette boîte parce qu'on sait qu'il a suivi ce training, parce que ça fait une différence par rapport aux autres. Après, c'est une sorte de métaphore, si tu veux, en fait, dans le cadre de la présentation, dans le sens où déjà, en fait, comme tu l'as très bien dit, c'est pas tout le monde qui va en fait essayer en fait de progresser, mais c'est une sorte de métaphore de dire, bah, si on accepte des fois de partager, ça pourrait, oui, en fait, avoir une accélération. Peut-être dire autrement, des fois, moi, ça m'est arrivé encore de dire, si moi, j'ai pas réussi, en fait, à progresser, par exemple, et que des fois, je suis en train de travailler avec des personnes qui peuvent progresser d'une manière plus vite que moi, ma propre progression, bah, en tant que coach, je devrais, en fait, l'accepter. Et ça, c'est vrai que des fois, on a des gens qui vont nous dire, mais pareil, en fait, on est tous, on a des personnalités différentes, mais parmi, des fois, parce qu'on anime quand même une équipe de coachs, et il y a en fait des personnes qui peuvent dire, bah, moi, si j'ai pas réussi, les autres, peut-être, ne peuvent pas réussir. Et moi, pour le coup, je ne suis pas convaincu dans ça. Moi, ça m'est arrivé en fait derrière de voir des coachs avec en fait des apprentis, et des fois, bah, le coach, lui, en fait derrière, peut-être, il n'arrive pas, mais peut-être que l'autre, il va arriver parce qu'on a tous des contraintes différentes, des façons et des pensées différentes. Mais j'essaierai d'adoucir pour la prochaine fois, comme ça, ouais, voilà, en fait, trouver. Sans transition, mais c'est parfait juste derrière. Qu'est-ce que tu as comme façon de faire pour motiver les gens à se former? Comment est-ce que tu vas stimuler leur curiosité, leur envie Ouais. d'apprendre Alors, moi, si tu veux, le grand avantage que j'avais, c'est que j'ai recruté toutes les personnes. Ouais. Du coup, la motivation, elle était dans le processus de recrutement. Mais si jamais, et c'est pour ça en fait qu'au début, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, lorsque je répétais en fait ce matin, c'était un des points que je voulais partager avec vous et je te remercie pour la question, c'est que si jamais en fait vous arrivez
dans une boîte où tout existe, je ne saurais pas en fait vous dire comment ça va se passer. Mais moi, j'avais pas ce problème parce que j'étais le premier en fait dans la boîte. J'ai recruté tout le monde. Le process de recrutement, je peux faire encore un autre talk en fait sur notre process de recrutement parce que c'était quelque chose qui changeait en fait encore en fait de ce que les autres entretiens de recrutement. Et du coup, toutes les personnes qui arrivaient avaient un avant-goût du training en fait sur les 4 semaines. Là, si vous discutez en fait avec eux, vous leur dites cataphraction. D'ailleurs, en fait, j'ai écrit un chapitre en fait dans le livre sur le sujet qui était en fait le kata qu'on utilisait pour apprendre TDD et euh, ils ont tous aimé ce kata ou peut-être en tout cas, en fait, ça les a marqués. Et ça, c'est vraiment dans l'entretien du recrutement, ils allaient à un avant-goût. Par contre, demain, tu arrives, s'il y a en fait des boîtes, enfin pas des boîtes, mais si les personnes sont là et tu vas venir leur proposer les 4 semaines de formation, je ne suis pas sûr en fait que tout le monde va être motivé. Ça, c'est vraiment un des avantages, en tout cas, qui m'a rendu en fait la vie facile. Mais si demain, je vais en fait faire le même exercice avec des personnes qui sont déjà dans la boîte, je pense que l'approche, il faudrait trouver en fait une autre approche. Ouais, Ce ne sera pas en fait la même. ce serait trop facile. Oui, exactement. Voilà. C'était ces 4 semaines de formation, tu les avais déjà, c'est quelque chose qui faisait partie du projet de fondation de cette nouvelle société, ou c'est quelque chose qui a été rajouté après? Parce que c'est quand même, pour une société de service, Ouais, c'est au-delà d'unique. Enfin, ouais. C'était dès le début. c'était le début. Ouais, 2017, je pense en fait que la première fois, c'était en octobre, il me semble en fait que la première fois, encore le mois d'octobre, je vois qu'il est assigné en fait, avec ce sujet. Mais c'était au mois d'octobre en fait qu'on m'a parlé en fait de ce sujet la première fois Ouais. et de l'idée en fait de la boîte. Et derrière, ça s'est concrétisé début janvier et je pense que c'est de février au mois de mai Ouais. qu'on a travaillé sur le training. Okay. Et moi, dans ma tête, par contre, ce que j'avais en fait comme exigence, on commence en fait tout de suite avec un niveau assez en fait élevé parce qu'une fois qu'on lance la première promo, après derrière pour ajouter des choses, pour modifier des choses, ça va être très compliqué. Parce que tu vois, parce que tu as quelque chose en fait que tu as fait qui fonctionne, après, voilà. Et du coup, on a mis beaucoup, en fait, voilà, mais c'était dès le début. Et du coup, ça a été conservé après la fusion? À la fusion Quand ta boîte a fusionné avec la société? Oui, ça, Ça ouais, c'est parce que je suis parti, parce que derrière, en fait, voilà, en fait, c'était pour d'autres raisons. Voilà, ça, en fait, c'était pour d'autres raisons, parce que juste pour la petite histoire comme ça, voilà, c'est qu'en fait, cette boîte a été, en fait, c'était une spin-off d'une boîte existante. Et puis après, à un moment donné, en fait, elle a fermé, elle a été fusionnée, ou je ne sais pas comment dire, par la boîte mère. Mais la fusion s'est faite pour d'autres problèmes plutôt commerciaux. Mais bon, je ne pense pas qu'ils vont être tout le temps en fait, derrière de. Voilà, en fait, c'était d'autres sujets. Mais sinon, oui, Non, 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 c'est bon, c'est fini. mais c'était intéressant de voir les principes derrière les training 4 semaines que ça peut recevoir. Je me demandais, après le training, on continue de travailler ensemble avec les collègues à développer et tout. Je pense une bonne partie des principes, on pourrait les appliquer dans le travail de tous les jours. Par exemple, on fait des code reviews, on a des feedbacks qu'on donne aux collègues, on reçoit. Tu as pensé aussi à cet aspect. Enfin, il y a les trainings durent 4 semaines, Voilà. mais après, pensez-vous de conserver, de garder cette attitude de travailler tous les jours? Voilà, alors si tu veux, pour ça, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui suivaient le training, le premier conseil que je leur donnais, c'est demain, vous allez en fait en mission. Il ne faut pas en fait arriver en mission en disant maintenant je connais en fait TDD, je vais apprendre à tout le monde comment faire TDD. Parce que ça ne va pas marcher. Il faut quand même en fait qu'on soit pragmatique et pour moi, c'est quelque chose qui est en fait important. Et c'est vrai que c'était un vrai risque parce qu'il y en a en fait qui avait ça. L'autre, c'était en fait que autant on avait une maîtrise sur les 4 semaines de training, mais on n'avait pas de maîtrise sur les missions des clients. Et il y a en fait des missions où derrière, bah, il y avait des personnes
qui suivaient enfin, le contexte des clients n'est pas le même chez chaque client. Chaque client a un contexte différent. Du coup, il y a des personnes qui ont eu l'occasion en fait, de mettre en place des choses. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu en fait, cette chance-là. Et ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est ajouter une 5e semaine de formation après les 2 ans pour pas uniquement une promo, parce que nous, on travaillait avec des promos. Du coup, en fait, il y avait 8 personnes maximum par promo. Moi, j'étais contre et je reste contre une formation où on a plus que 8 personnes, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. À un moment donné, en fait, derrière, lorsqu'on se retrouve avec des formations avec 12, 15, 16, il y a une dégradation de la qualité. Je ne dis pas que ça peut ne pas fonctionner, mais en tout cas, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a mis en place, on avait 8 personnes et le coaching se faisait en bilan. Et du coup, derrière, bon, il y avait en gros un coach pour 4 personnes, parce que vraiment, l'objectif, c'était en fait d'accompagner. Après, par contre, ce que j'étais en train de dire, que ça créait en fait une accélération en fait de la carrière, ces personnes ils ont déjà suivi le training, mais ils vont avoir des attentes pour continuer en fait à progresser. Et là, ce qui est vrai, c'est que nous, on a commencé en 2017, il y avait 2020 avec le confinement, et pareil, il y avait d'autres considérations qui faisaient que l'accompagnement en fait, après aurait pu en fait, être géré d'une manière différente. Parce que ces gens qui vont progresser, il faudrait en fait, les faire rencontrer en fait, d'autres profils plus seniors. Derrière, par exemple, pour moi, c'est une si vraiment il faut aller jusqu'au bout, il fallait en fait les faire travailler sur des projets où en fait il y a toutes les personnes qui ont suivi ce socle en commun et voir qu'est-ce que ça va donner lorsqu'ils vont travailler sur ça, où on va leur dire, et ben là en fait vous n'avez pas d'excuse pour dire en fait ah on fait pas du craft ou on fait du craft parce que derrière toute l'équipe a suivi en fait un peu ce socle en commun. Parce qu'un des problèmes aujourd'hui qui existe dans l'émission, c'est que souvent les gens qui vont en fait faire de la qualité, du craft ou derrière qui vont travailler et on dira ah bah oui mais moi j'arrive en fait chez le client, ils ont en fait des choses différentes, ils ont des cultures différentes. Et un des points que j'avais envie vraiment de mettre en place, c'est de faire en sorte d'avoir des équipes avec des personnes qui ont suivi pour voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça pourrait donner, mais on n'est pas allé jusque-là. En fait, moi j'ai travaillé voilà, de 2017 jusqu'en 2023. Et, ouais. Mais sur la partie après accompagnement, peut-être dans mon projet maintenant, en fait, j'arriverai en fait, à faire des choses différentes. Et, parce que voilà, en fait, on s'inspire en fait un peu dans de ce qu'on a fait pour quand même en fait travailler en fait sur d'autres sujets, mais sur cette expérience, on n'a pas exploré en fait la partie ces juniors vont devenir seniors et pour la partie senior, comment en fait on va les accompagner. Voilà, et l'autre partie encore, c'est l'animation de l'équipe de coach. Ça, il y avait un premier niveau qui était fait, mais ça restait quand même en dessous de tout ce que j'avais envie en fait de mettre en place. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu parlais que tu as dit que tu pourrais faire un talk sur le process de recrutement. C'est quelque chose que tu as déjà fait ou c'est Non, j'ai parlé du recrutement, mais pas en fait de ce que j'ai fait en fait là, ce que j'ai fait avant. Parce que moi, c'est vrai que le recrutement, moi, toute ma carrière, je pense que j'ai jamais écrit une ligne de code chez mon employeur dans les entretiens. Autant chez les clients, oui, je l'ai fait, et j'ai toujours trouvé ça bizarre. Et je me rappelle que lorsque j'étais en 2011, lorsque j'ai commencé à travailler, enfin, moi j'ai commencé en 2006. En 2011, c'était la première fois qu'on m'a demandé de passer des entretiens techniques. Je pense que j'en ai fait un ou deux, et après, rapidement, j'ai dit, moi, je veux faire coder les gens lorsqu'on fait un entretien. Et je trouve que c'était pas du tout normal. À l'époque, moi, en 2011, c'était très tabou de demander à quelqu'un de développer. Et du coup, et moi, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Lorsque je vais développer quelqu'un, trouver un exercice, moi, je suis adepte d'un exercice simple. Jamais, en fait, je vais demander à quelqu'un d'aller travailler sur un kata chez lui et venir, en fait, voilà, ça, limite, je peux lui demander, en fait, après, et encore, je l'ai fait, mais je pense qu'aujourd'hui, je le ferai plus. Mais, et trouver un exercice simple, riche en problématiques. Et puis après, ce qui est vrai, dans l'exercice de recrutement, ce qui me stimule beaucoup,
c'est que suivant, en fait, derrière, est-ce qu'on est en train de recruter pour notre société, est-ce qu'on est en train de recruter pour notre client, est-ce qu'on recrute pour, et on sait après que je vais proposer à la personne que je vais recruter un training de 4 semaines, et bah, il y a plein de choses, en fait, différentes. Mais c'est vrai que c'est un sujet, en fait, moi, que j'aime beaucoup, et derrière, ça m'anime, et je sais que lorsque j'étais en train de recruter, en fait, les personnes, juste pour vous donner, en fait, un peu, on a formé à peu près un peu moins de 100 personnes sur la durée. Voilà. Mais tous les entretiens et les sessions de recrutement, c'était un vrai plaisir pour moi. Euh, je me suis vraiment éclaté en fait, pour le coup sur l'exercice en fait, de recrutement. Yes. Je peux me permettre une question sur votre, si j'ai bien compris, la prestation se concentre aussi sur votre business initial. Donc, le business model initial, c'est que vous étiez 4 qui étaient des formateurs et vous formez des gens, jeunes que vous placez dans des différents services. Donc, et la valeur différenciatrice, c'était le fait que, contrairement à d'autres entreprises, vous formez des gens beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus meilleure, disons, que les autres boîtes. C'était ça la... Alors, je dirais pas ça comme ça. En fait, je dirais, en fait, oui, en fait, dans l'idée, oui, en fait, c'était ça. Alors, juste, moi, j'étais pas uniquement formateur. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais mon client. Du coup, j'étais chez mon client. Et après, derrière, on avait les 4 semaines. Dans les 4 semaines, il y avait une équipe. En fait, à chaque fois qu'il y avait, on appelait ça une promotion. La promotion, il y avait 8 personnes. Derrière, il y avait 4 semaines. Les 4 semaines, je déstaffais, en fait, l'équipe de coach. Et après, l'organisation, de toute façon, je vais en fait en parler en fait après parce que juste pour partager les éléments, c'était en binôme. Et du coup, chaque semaine, il y avait en fait à peu près 3 ou 4 coachs. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, il y avait 2 coachs qui intervenaient lundi, mardi, mercredi. Sauf que mercredi, il y avait un coach qui restait et un nouveau en fait qui arrive. Et cette stratégie s'est développée avec le temps ou c'était dès le départ que vous avez... C'était dès le départ, en fait, comme ça. Ouais, en fait, derrière. Après, des fois, en fait, en termes de binôme, c'était pas tout le temps, on essayait d'adapter, mais en général, c'était plutôt, en fait, comme ça. Il y avait, en fait, les 4 semaines. Chaque semaine, c'était comme une itération sur des sujets, en fait, bien précis. Et voilà. Sur le modèle, en fait, oui. Et vous êtes arrivé à cette stratégie par le fait que vous avez vécu quelque chose de différent dans d'autres entreprises dans le passé ou c'était quelque chose que... Je pense, tu sais, en fait, derrière, lorsqu'on te donne des fois, en fait, un projet et que toi, en gros, euh, moi, j'avais en tête que je souhaitais, en fait, faire du bilan-match au niveau du coaching. Alors, des fois, en fait, toi, tu as envie, en fait, de faire du coaching, il faudrait, en fait, suivre les personnes qui vont valider les coûts. Parce que pour le coup, c'est pas moi, en fait, qui payais, c'était, en fait, plutôt le DG, en fait, qui payait, et puis derrière, le directeur, en fait, opérationnel. Du coup, ouais, en fait, derrière, tu vas avoir une vision. Moi, par exemple, ma vision, en fait, de dire que oui, en fait, dans une boîte, on peut faire, en fait, un training derrière. Je voulais qu'on sorte, en fait, un peu que, en fait, l'employeur, il veut tout le temps la faire à l'envers, en fait, pour les salariés. Et j'avais envie vraiment de sortir, en fait, un peu de ça et de dire, on peut, en fait, mettre en place des valeurs ou, en fait, derrière, des engagements. On peut, en fait, être, comme j'ai dit, bienveillant, exigeant. Moi, j'étais très attentif encore, en fait, à expliquer, en fait, aux salariés qu'ils ont, en fait, des droits, mais qu'ils ont encore des devoirs de la même façon, en fait, derrière, que, en fait, j'avais, en fait, ça avec, en fait, l'employeur en tant qu'employeur. Mais l'équilibre, il est tout le temps difficile, tu sais, parce que derrière, tu as les salariés qui vont avoir une vision, tu as encore le DG, en fait, qui va avoir une vision, il y a, en fait, un modèle économique, il y a des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher. Je ne vais pas pouvoir raconter tout, même si j'ai plein en fait, d'anecdotes, mais en tout cas, il faudrait travailler cet équilibre-là. Et moi, mon objectif, c'était en fait de voir, OK, en fait, on vient en fait de créer en fait un training, mais la culture, elle est beaucoup plus importante, enfin, pas beaucoup plus importante, c'est pas vrai, mais en tout cas, en fait, derrière, c'est un tout. Et du coup, en fait, cette vision, en fait, de dire, je fais un training, je travaille avec les personnes, je leur dis que, en fait, ce qui va compter, c'est qu'on va travailler, en fait, sur le craft. On va essayer, en fait, de mettre en place un environnement où, en fait, on ne va pas aller, en fait, blâmer, en fait, les gens, mais faire en sorte d'améliorer, en fait, les choses. Ça, oui, en fait, derrière, c'est
tout dépend de la personne qui va en fait avoir la responsabilité, qu'est-ce qu'elle a envie en fait de faire, qu'est-ce qu'elle a envie de partager. Et moi, c'est vrai que dans ma tête, le fait en fait d'avoir des promos avec 8 personnes maximum, c'était quelque chose où je voulais pas en fait le casser. Et je savais que si un jour j'accepte pour une promo d'avoir 9 personnes, que j'allais faire 10, 11 et 12 parce qu'ils vont, tu sais, pas les personnes qui animent la formation, mais les personnes qui ont en fait des fois le directeur opérationnel ou le DG, ils peuvent venir en fait dire, ah bah tiens, là on a quelqu'un. Et puis après, ce qui est vrai, il y avait les contraintes commerciales encore. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu as 8 personnes qui vont en fait suivre en fait un peu les 4 semaines de formation et qui vont en fait arriver et qu'ils sont prêts à être positionnés sur le marché, est-ce que l'équipe commerciale va être en mesure de positionner 8 personnes? Du coup, des fois, moi, ça m'arrangeait parce que d'un point de vue pédagogique, c'était en fait intéressant, mais par contre, derrière, en fait, d'un point de vue commercial, il y avait quand même en fait l'intérêt. Et l'autre contrainte, c'est est-ce que d'un point de vue recrutement, ils ont encore cette possibilité d'aller recruter 8 personnes qui vont démarrer en fait à la même date. Tu vois, c'est des contraintes. Après, aujourd'hui, si je refais en fait ça, tu sais, en fait, derrière, il y a plein de contraintes que j'ai la possibilité de les faire sauter ou en fait de les changer pour que ça soit plus pragmatique, plus agile. Mais dès le début, si tu as envie de mettre en place des choses, bah, il faudrait en fait essayer juste de le mettre en place. Par exemple, avoir du coaching en binôme, ça, on a réussi. Mais je peux te dire qu'après le confinement et après 2020, bah, derrière, voilà, il fallait en fait revoir un peu le modèle, proposer des choses en fait un peu différentes. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu par contre à ta question. Je pense que j'ai compris ça. Je pense que c'est aussi le fait que vous avez défini des valeurs au départ. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je pense que c'est devenu beaucoup plus courant à l'époque. La norme. Là, non. À Voilà, l'époque, il n'y avait pas, quand tu commençais un startup, il n'y avait pas quelqu'un qui définissait les valeurs. Ouais. C'est qu'on dirait beaucoup de blabla. Maintenant, c'est devenu un peu standard, je pense. C'est la norme de le faire, mais est-ce que c'est vraiment fait? Je pense que une chose, c'est de le faire, la deuxième, c'est de le suivre. Mais pour vous, si j'ai bien compris, ça fonctionnait. Après, si tu veux voir, en fait, si tu prends des visions sont différentes, parce que moi j'avais la vision du directeur technique, en fait, parce que j'étais CTO à l'époque. Est-ce que les dirigeants, lorsqu'ils vont m'écouter en fait maintenant ou derrière, qu'ils vont écouter en fait ce que je suis en train de dire, sont d'accord ou pas? Je sais pas. Mais moi, je sais qu'à mon niveau, je savais exactement comment en fait j'avais envie d'avoir en fait quelle culture, quel type de travail. Non pas quel type de travail, quelle culture en fait j'ai envie en fait de mettre en place. Et c'est vrai que après, ce qui m'a beaucoup en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était encore que au tout début, j'avais en fait ça en tête. Et puis dans les événements, je voyais quelque chose que j'ai imaginé en tête se concrétiser. Parce que nous, on avait des séminaires, l'équivalent de Socrates France. Du coup, si tu veux, on commençait en fait avec un événement chaque année de 2 jours où on déstaffait tout le monde et on allait dans un coin, des fois, voilà, en fait, derrière travailler pendant 2 jours. Et petit à petit, on était en fait à l'écoute encore des salariés et ils ont demandé à ce que ce soit plus lent. Et au final, en fait, on a fait 2 ou 3 éditions où on est resté pendant 6 jours, pareil, dans un endroit loin de Paris, en train en fait, de travailler pendant 6 jours. Ça, c'est des choses où derrière encore, c'est pas facile, mais lorsque tu crées quelque chose qui va fonctionner, c'est vrai que d'un point de vue, en fait, un peu directeur, direction, ils vont dire, ah bah ça fonctionne, et du coup, pourquoi pas ne pas investir. Alors, je ne sais pas si vous voulez voir, parce que moi, on peut s'arrêter là, et je peux vous montrer, en fait, si vous voulez, en fait, un peu sur le contenu, comme vous voulez, et si vous avez d'autres questions, c'est comme vous voulez vraiment. Moi, j'aimerais voir des Le choses. contenu, ouais, c'est très bien. Après, Peut-être rapidement, mais Oui, de toute façon, c'est pas, il reste. Oui, alors, il y a les 5 itérations. L'objectif, en fait, c'était vraiment en fait, d'apprendre un peu comment écrire de clean code, clean design et clean architecture, même si en fait cette dernière partie, c'était pas en fait la partie qu'on a développée le plus. Alors, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure lorsque j'ai parlé de la programmation et un peu la cuisine, c'était en fait un peu ces compétences. Dès le début, en fait, j'avais en tête toutes les compétences qui concernent le craft et les bonnes pratiques.
comme TDD, toute cette partie. La partie agilité, encore pour moi, c'était en fait une compétence super importante parce que derrière, savoir en fait que mon objectif de temps, c'est aller chercher un feedback rapide, et de me comprendre comment je pourrais en fait être agile, comment je peux comprendre en fait le besoin métier rapidement. Il y avait l'expertise technique qui est pour moi en fait une partie super importante parce que derrière, il y a les concepts de la programmation par objet, il y a en fait derrière les concepts de la programmation fonctionnelle, comment maîtriser Git, comment maîtriser IDE, les raccourcis, toute cette partie, c'est des parties qui rentrent en fait dans cette famille de compétences. Et le travail en équipe, le pair programming, ça vient pas en fait en inné en fait avec nous. Et il faudrait en fait apprendre à faire ça, la partie mode, toute la partie sur la bienveillance et l'exigence et apprendre aux gens comment en fait se comporter dans l'émission, c'était en fait dans le travail en équipe. Alors, à chaque fois qu'on avait des itérations, il y avait cette famille de compétences, mais juste parce que moi, en fait, j'y crois, il y a encore ce que j'appelle moi l'extra skill, c'est-à-dire qu'on voit les gens, les choses et les compétences qui n'ont rien à voir avec notre métier dans les apparences. Genre prendre la parole en public, c'est quelque chose qui est une compétence. Taper sur un clavier sans regarder le clavier, pour moi, c'est une compétence. Je ne sais pas le faire, mais j'aurais adoré le faire. Maîtriser l'anglais, encore, en fait, c'est quelque chose qui est en fait très bien. Faire des cours de théâtre, par exemple, bah, pour prendre la parole en fait en public, c'est encore quelque chose en fait qui joue beaucoup. Et du coup, si vous voulez, lorsque je travaillais sur ces familles de compétences, ce que j'essayais en fait tout le temps, c'est à chaque itération de prendre un peu de toutes ces compétences-là. Mais je disais, je partageais tout le temps avec les promotions en leur disant l'objectif, c'est pas que vous soyez bon partout. Alors, il y en a des personnes qui sont bons partout, mais c'est rare. Mais plutôt, en fait, essayer d'être mauvais en rien. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas, prenons le pair programming. Je sais comment, en fait, lorsque j'ai commencé à faire le pair programming, et ben, c'était quelque chose qui me perturbait. C'était pas quelque chose, en fait, qui était simple, en fait, à faire. Mais à force, en fait, d'en faire, on peut, en fait, encore avancer et on peut, en fait, apprendre. Du coup, lorsque je fais parler tout à l'heure, en fait, un peu des itérations, c'est-à-dire qu'on va prendre, en fait, chaque semaine, un ensemble de ces compétences-là et on va essayer de faire un programme sur une semaine. Du coup, si vous prenez par exemple la première itération, dans la première semaine, on a essayé en fait de travailler un peu tous ces sujets. Du coup, en fait, bah, on avait en fait les baby steps qui étaient en fait à l'origine TDD. Il y avait en fait les quatre rôles de system design. Il y avait le cas d'abstraction qui était en fait assez central quand en fait, dans cette première. Voilà. Il y avait en fait par exemple les patterns, comment en fait créer en fait des instances. Il y avait une partie sur CI/CD, mais cette partie en fait elle revenait en fait dans les autres. Les BDD, tout ce qui est BDD, tout ce qui est en fait un peu les exemples, comment comprendre le métier avec les exemples, comment en fait faire apprendre par exemple qu'il y a des to-do, gérer en fait les to-do. La gestion de ça, en fait, c'est la gestion visuelle. Et encore apprendre en fait à utiliser l'IDE et faire travailler l'IDE et profiter en fait des raccourcis. Et puis, il y avait encore avec la partie CICD. Tout ça, c'était sur une semaine, avec des katas bien précis et des exercices bien précis. Et du coup, comme j'ai dit, bah, la première itération, c'était sur 5 jours. Du coup, il fallait en fait, vraiment à la fin en fait, de la semaine, quand on finit avec ces sujets, pour démarrer la semaine d'après avec la deuxième itération. Deuxième itération, c'était en fait. Alors, la première itération, on faisait beaucoup d'humour. J'ai marqué timide parce que j'utilise moi en fait le mot rap. Dans la deuxième itération, on faisait du pair programming. Alors, on avait solide, du coup, c'était plutôt le S qu'on travaillait. On commençait à préparer en fait la partie TDD pendant qu'on avançait. Du coup, il y avait le double loop TDD. Il y avait encore le tellement task qui était en fait assez lié. On faisait un peu de refactor encore. On apprenait en fait à faire du design sur le papier, on travaillait sur le primitive obsession et on continuait en fait avec Git, avec CI/CD et tout ce qui est nommage encore. Nommage, c'est un peu en fait la suite des 4 rôles de simple design de Chemtech. Voilà. Et si vous voulez, bah, dans la logique en fait des choses, vu en fait que la troisième itération, je pense qu'il y avait en fait un peu toute la partie en fait TDD en fait avancée. Bah, tout ce qui est le TDD par exemple, l'hôtel dans Task, c'était plutôt des prérequis. Et ça, en fait, c'est obligatoire lorsque vous êtes en train de concevoir un training, de faire en sorte que ça soit un peu incrémental.
Et la troisième itération, on continuait toujours en fait avec Git. Euh, je ne sais pas pourquoi c'était partie 4, parce que c'est partie 3 en fait ici. C'est Git. Oui, partie 3, ça c'est pas ici en fait pareil. Et puis après, bien sûr, on reprend tout ce qui était semaine 1 et semaine 2, parce que derrière, il fallait quand on parlait des 3 étapes en fait, d'apprentissage avec les bases, puis après euh, j'ai oublié la régularité. Tout ce qui est test double encore, TDD avancé, landscaling, pour solide, en fait, quand on avait en fait la partie inversion de dépendance et simple design encore avancé. En fait, en gros, on prenait le simple design en expliquant en fait un peu des choses avancées et on prenait la programmation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, c'était plutôt des développeurs qui faisaient en fait objet et sur la programmation fonctionnelle, on avait 2 jours dédiés pour les principes de la programmation fonctionnelle. Et sur la quatrième itération, on reprenait en fait un peu tout. Et puis après, on prenait des exercices beaucoup plus difficiles, genre RPM, calculateur, même des fois, en fait, des katas un peu plus avancés. Voilà. Et si, juste pour l'itération 5, l'itération 5, c'était pas la 5e semaine, c'était une 5e semaine, mais pas dans juste, c'était pas après les 4 premières, mais elle arrivait en fait genre 1 an ou 2 ans en fait après. On travaillait un peu les architectures, la différence entre architecture en bouche, hexagonale, lambda. On prenait des use cases, on travaillait sur ça, apprendre comment être pragmatique. On a fait des fois des brainstorming, des fois on a développé en fait des idées. Même on a travaillé sur tout ce qui est leadership et elastic leadership. Voilà pour les 5 itérations. Et je ne peux que citer un livre que j'adore et que j'aime beaucoup. C'est le livre de Pedro. Je pense que j'ai fait cadeau en fait, à tous les salariés encore de la boîte. On leur reprend en fait, ce livre en fait, après le confinement. Et c'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est le livre que j'aurais aimé en fait, écrit. Et si en fait, je n'ai pas fait la compte, je pense que lire en fait, ce livre, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et puis après, j'apprécie en fait ce Pedro. J'ai pas eu l'occasion encore de rencontrer Marco en fait, avec Alessandro, mais ils ont eu la gentillesse de m'envoyer en fait une version en fait du livre en fait dédicacé. Et c'est vraiment en fait un livre que j'aime beaucoup. Le style, il est concis, droit au but, et après le contenu, il est bien travaillé. Et puis derrière, comme j'ai dit avec Pedro, j'ai souvent l'occasion d'échanger avec lui pendant les conférences. C'est quelqu'un en fait qui a beaucoup de compétences, qui travaille beaucoup sur tous les sujets en fait de coaching. Et j'ai pas de doute que Marco et Alessandro, j'ai pas eu l'occasion encore et la chance en fait de les rencontrer, mais en tout cas ils ont fait un bon travail. Ils travaillent sur une autre édition, mais vous savez en fait l'écriture du livre ça prend beaucoup de temps. Mais s'il y a un seul livre à regarder, ce serait en fait ce livre-là qui est très bien. Et il y a un autre livre que j'aime beaucoup encore, c'est Apprendre les 4 rôles de Simple Design. Alors, Simple Design, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, mais c'est en fait Ken Beck qui a parlé de ça. La première règle, c'est que tous les tests fassent ouverts. La deuxième, ça concerne en fait le bon choisir en fait des noms qui vont exprimer l'intention. On parle des méthodes, des objets. La troisième règle, c'est en fait minimiser la duplication. Et la quatrième règle, c'est en fait d'avoir en fait des small entities, c'est-à-dire en gros si j'ai 2 solutions, une solution avec plein de structures et une autre solution, bien sûr, en fait, on va garder en fait la qualité avec moins, qu'il faudrait en fait choisir en fait là où il y a moins. Et derrière, j'aime beaucoup en fait, ces 4 règles et c'était encore en fait assez essentiel dans le training. Et Ori Hayes a fait un bon travail. C'est un livre, il tient, je pense qu'il y a 67 pages si je ne me trompe pas, mais en tout cas, c'est une soixantaine de pages et il faudrait en fait le lire. Et c'est très bien. Et je pense qu'il a animé plein de code retreat. Alors, je ne sais pas si vous allez en faire, c'est bientôt la saison. Et puis derrière, dans plein de pays, avec plein de développeurs, il essaie de faire une synthèse sur ça. C'est un très bon livre. Et puis derrière, je peux pas ne pas parler en fait de notre ami Joe, qui, G-Blaze, en fait, il est assez connu. Et lui, en fait, derrière, il a beaucoup travaillé sur toute la partie TDD.
Gibran, il fait partie de la deuxième génération en fait, des personnes qui ont apporté des choses de l'extreme programming et j'aime beaucoup en fait ce qu'il fait. Et du coup, je me suis beaucoup inspiré l'exercice de la fraction. Euh, je pense que j'ai cassé en fait la tête de tous les salariés en fait, de la boîte avec cet exercice. Et puis après, ce qui est vrai, c'est qu'on prend en fait un exercice et on pourrait des fois encore voilà en fait le continuer. Lorsque j'ai écrit en fait le chapitre sur le livre, j'ai demandé bien sûr l'autorisation de Gibran et j'ai essayé de voilà, en fait, ajouter en fait des choses encore. Mais c'est grâce à lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis derrière, bah, il y a en fait encore bah, ce livre, en fait, le Boost, qui est en fait super intéressant pour comprendre entre pourquoi, comment en fait, lorsqu'on fait des banques, dans quel cas on va faire des banques, et puis derrière, le squelettant encore pattern, il est dans ce livre-là, et c'est assez facile en fait à lire, je trouve, comme livre, j'aime beaucoup. Et puis Pragmatic Programmer, ça reste quand même en fait une référence que je recommande à tout le monde. Et c'est tout pour moi. Du coup, si vous avez des feedbacks, des questions, merci beaucoup.